C'est ici, à la Maison des Métallos, dans le 11e arrondissement de Paris, que je vous propose une rencontre avec une artiste singulière. Comédienne, metteuse en scène, mais surtout performeuse, qui est Vanasai Konfomala. Eh bien, je vous propose d'aller à sa rencontre, elle nous attend. Bonjour Vanasai, Bonjour. je suis très heureux de te rencontrer. De même. Alors, j'ai appris quelque chose d'assez fou, je ne sais pas si c'est vrai, mais tu as fait l'école normale supérieure, Harvard, Oxford. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais il y a des petites modalités à préciser. Donc, effectivement, j'ai eu le concours de l'École normale supérieure en 2001. Donc, ça, c'est mon parcours classique. Et dans le cadre de mes études à l'École normale supérieure, j'ai étudié 1 an à Harvard et j'ai fini ma thèse à Oxford. Donc oui, je suis passé par ces 3 universités. Et donc, comment on passe de ces études assez prestigieuses à une scène de théâtre? Alors en fait, le détour, c'était l'université. C'était plus ça. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis enfant, en fait, je pratique les arts et j'avais très envie d'être artiste depuis l'enfance. Enfin, c'était vraiment ça qui m'animait. Puis après, je dirais que, pour mon malheur, j'étais bonne à l'école et donc, à un moment où il fallait m'orienter, je me disais que le plus sûr, c'était d'aller, vers, l'excellence universitaire. Donc aussi encouragé par mes parents, j'ai fait les classes préparatoires, j'ai eu le concours, donc, voilà, j'ai fait ces études. Mais dès que je suis rentré à l'École normale supérieure, en fait, j'ai commencé à faire beaucoup de théâtre là-bas. Donc j'ai commencé à travailler dans le club théâtre, à monter mes premiers projets là-bas. Donc, je dirais que la difficulté, c'était plutôt, de réussir à tenir les études, alors même que vraiment ce qui m'animait depuis le début, en réalité, c'était le désir de faire la scène. Mais, ce que je peux raconter, c'est comment j'ai quitté l'université. Dès que j'ai fini ma thèse, en fait. Voilà. En fait, quand j'ai fini ma thèse: «Bon, peut-être que si vraiment tu veux faire du théâtre, c'est le moment de le tenter». Enfin, voilà, donc j'avais été une bonne élève et une bonne fille. J'avais bien fait mes études jusqu'à la thèse comme, mes parents me l'avaient fortement, suggéré. Et voilà, dès que j'ai fini la thèse, j'ai commencé à travailler comme dramaturge. Donc j'avais fait une formation de jeu en parallèle de la thèse, mais voilà, une fois que j'ai soutenu, j'ai commencé à travailler d'abord comme dramaturge, puis une dizaine d'années plus tard, j'ai fondé ma compagnie et j'ai commencé à monter mes propres spectacles. Tu te définis comme performeuse. Qu'est-ce que la performance? Qu'est-ce qu'être performeuse? Alors, je pense que la bonne définition de la performance, c'est, mon père qui la trouve dans La Voix de ma grand-mère, puisqu'à un moment il dit, «Une performance, c'est faire des trucs et puis on dit que c'est de l'art». Donc, la performance, c'est ça. C'est on fait des choses et puis on réfléchit sur le sens de ces choses. Donc évidemment, la partie importante, c'est et puis on dit que c'est de l'art. C'est-à-dire, réfléchir au sens parfois, de gestes peut-être anodins ou qui peuvent paraître anodins, mais quand on y réfléchit, c'est de réfléchir, voilà, au sens que ces gestes ont, à leur valeur artistique, à leur valeur culturelle. Donc, je dirais que moi, je suis rentré dans le champ de la performance parce qu'en fait, j'avais besoin de sortir paradoxalement du champ du théâtre, stricto sensu. J'étais plus vraiment capable de mon côté d'être actrice parce que, voilà, j'avais fait cette formation de jeu, mais c'était avant ma transition. Donc la transition qui en soi est un grand geste de performance en réalité, hein, c'est-à-dire justement s'interroger sur quel est le genre qu'on performe, quel est le genre qu'on a envie de performer. Donc voilà, j'avais fait une formation à l'époque, comme acteur, à l'époque j'arrivais encore à apprendre et à dire des textes. Puis en fait, à la fin des années 2000, j'ai vécu une crise de sens assez importante, qui fait que j'ai questionné, mon geste artistique et puis concrètement, c'est passé par le fait de ne plus réussir à parler, de ne plus réussir à chanter. Donc je suis vraiment passé par un moment, difficile dans lequel, voilà, je n'étais plus en mesure de faire ce que je pouvais faire avant, à savoir apprendre des textes et puis les dire. Donc je dirais que mon geste de performance, il est né d'un désir de contourner cette difficulté, donc de créer des spectacles dans lesquels je n'aurais pas à dire un texte que j'avais appris par cœur avant. Donc ça, le 1er geste qu'on a posé dans ce sens-là avec la compagnie Lapsus Chevelu, c'était le sujet à vif qu'on a présenté en 2018 au Festival d'Avignon avec Caritia Abel et Théophile Dubus, qui était en fait une performance dans laquelle j'improvisais un poème avec donc Caritia Abel, qui est performeuse et dominatrice. Dans cette performance, en fait, elle me donne des informations corporelles que, je cherche à traduire, à transcrire en poèmes que j'improvise. Puis Théophile, derrière, transcrit ces poèmes par écrit. Mais donc voilà, il y avait là un geste
qui me permettait d'être en scène, de faire des choses, de faire même des choses assez intenses, moi qui répondais à un besoin d'intensité que je pouvais avoir sur scène, sans avoir à apprendre de texte par cœur. Donc voilà, j'ai commencé, ça a été mon premier geste performatif stricto sensu. Puis après, j'ai continué à interroger ces gestes du quotidien parfois. Donc, une performance qui a été importante dans le parcours de la compagnie, c'est Je viens chanter chez toi toute nue en échange d'un repas, qui est une performance que j'ai créée à l'issue du confinement de 2020. Et voilà, c'était qu'est-ce que c'est cette performance? C'est un dîner chez des gens, sauf qu'en échange de cette hospitalité, comme le titre l'indique, je me déshabille et puis je chante. Donc c'est une performance qui reprend à la fois les codes du dîner et puis les codes du plan cul en réalité, pour interroger ce que c'est que la sexualité, ce que c'est que l'hospitalité, ce que c'est que la sensualité bien sûr aussi. Puis voilà, d'essayer comme ça de mettre un petit grain de sable dans les engrenages de nos pratiques culturelles et même de nos pratiques sociales en réalité pour les interroger. Dans Echo, au tout début, tu ne parles pas non plus. Est-ce que ça C'est a vrai. été aussi cette inspiration-là, du moment où tu es voix coupée, où tu ne peux plus parler? Bah oui, en fait, c'est marrant parce que le premier spectacle long format de la compagnie s'appelle Orphéaphone. Le deuxième, c'est Echo. Le dernier, là, c'est La voix de ma grand-mère. Il y a comme une thématique qui se dessine. Donc effectivement, la question de la voix, elle est centrale dans quasi tous mes spectacles. Donc ça vient aussi évidemment de mon passé de chanteuse, parce que ou en tout cas d'enfant chanteur, puis de chanteuse. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est une sorte d'empêchement. Donc là, c'est l'empêchement de faire le deuil d'un amour dans Echo. Dans La voix de ma grand-mère, c'est une grand-mère que tu n'as pas connue. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est une thématique qui revient, cette chose qui n'a pas abouti. Comment tu travailles à partir de ça? Qu'est-ce qui t'anime profondément dans la recherche de ces choses qu'on n'a jamais, qui ne se sont pas terminées, Je pense que la grande question que tu poses, en fait, c'est la question de la mort. C'est-à-dire comment est-ce que... Et c'est là que le mythe d'Orphée, c'est un mythe fondamental pour moi, parce que le mythe d'Orphée, c'est l'idée que l'art, du chant en l'occurrence, mais l'idée que l'art peut être plus fort que la mort, peut ramener les morts. Et en fait, donc je parlais de ma crise de la fin des années 2010. Donc ce qui s'est passé à la fin des années 2010, c'est que j'ai été confronté à un deuil qui est venu cristalliser d'autres deuils qui étaient en train de se faire. Mais bon, concrètement, j'ai perdu quelqu'un dont j'étais très proche. Et je me suis posé la question de comment est-ce qu'à travers la pratique artistique, quelque chose pouvait se nouer dans l'au-delà peut-être, ou en tout cas dans une espèce d'espace transitoire entre l'ici et l'au-delà, quoi, qui nous permettait de continuer à échanger quelque chose. Donc ça, c'est évidemment ce qui se passe dans La voix de ma grand-mère, dans laquelle je chante un duo avec ma grand-mère qui est décédée. Plus largement, en fait, cette question du rapport à la mort, ça vient d'Howard Barker, qui est l'auteur sur lequel j'ai fait ma thèse. Et donc Howard Barker, je l'ai rencontré au moment où je traversais ce deuil, et parfois il y a des écrits qui nous sauvent, hein. Donc moi j'ai une phrase de Howard Barker qui m'a sauvé, qui est une phrase que j'ai traduite, puisque je suis aussi traductrice par ailleurs. Et donc voilà, c'est dans La mort, l'unique et l'art du théâtre, qui est publié qui est publié au Solitaire Intempestif. Et dans ce texte, en fait, Barker a cette métaphore que je trouve vraiment sublime. Donc il dit que le théâtre, c'est l'espace depuis lequel le public regarde de l'autre côté du fleuve des morts pour essayer de voir ce que les morts ont à dire. Et donc il a cette phrase qui est très belle, il dit voilà, les morts agitent leurs lèvres et on essaye, nous, depuis la rive des vivants, de voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc c'est une image qui m'a vraiment marqué, qui m'a hanté. Et donc globalement, très souvent, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre cette place des morts qui essayent de dire quelque chose et de proposer au public de déchiffrer ce qui s'écrit sur nos lèvres. Est-ce que le théâtre, en ça, te permet aussi de guérir de toutes ces morts et d'appréhender peut-être la mort inévitable, finalement? Oui. La question du soin, elle est assez importante dans mon travail. L'idée qu'on soigne quelque chose. Je ne sais pas bien ce qu'on soigne, mais on essaye de soigner des choses. Et en tout cas, on essaye de prendre soin des gens avec qui on est, prendre soin de l'équipe, ça commence par là, prendre soin du public aussi. C'est assez étrange parce que des fois, mon travail peut renvoyer l'idée
qu'il se passe des choses brutales et de fait, il y a souvent enfin la violence, elle peut être assez présente dans mon travail, la violence historique, dans le cadre de La Voix de ma grand-mère, par exemple, il est quand même question aussi de la colonisation. Voilà, si je pense, à Echo, il est question la scène inaugurale, c'est une scène de suicide, de Chagrin d'amour, donc la question de la violence, elle est très présente, mais j'ai l'impression que cette violence, elle est jamais gratuite, elle est toujours, comme une invitation finalement à la compenser par, la douceur. Donc je sais que douceur, douleur, c'est vraiment, comme ça une espèce de couple infernal pour moi, que je cherche à travailler tout le temps et de réussir à voilà, à faire monter les enjeux pour que ce soit à la fois très doux, mais à la fois aussi, très très violent. Et pour essayer de répondre peut-être plus précisément à ta question, dans La Voix de ma grand-mère, ce qui s'est passé d'exceptionnel, c'est qu'en fait, donc je suis sur scène avec mon père et mon père n'a jamais connu sa mère, puisque sa mère, justement, elle est décédée en accouchant de lui, donc lui n'a jamais eu la chance que moi j'ai eue de connaître, mes parents. Et dans ce spectacle, ce qu'on a essayé de faire, et ça demandait beaucoup de douceur, parce qu'évidemment que c'est un traumatisme, fort de perdre un parent à la naissance. Donc voilà, avec mon père, pour la première fois, s'est autorisé à essayer d'imaginer qui pouvait être sa mère, enfin, pour la première fois, en tout cas pour la première fois en public, il y a cette tentative de regarder ensemble du côté de cette mort-là. Et évidemment que pour moi, de la même manière, ce spectacle, c'est une manière, je dirais pas de se préparer à l'échéance fatale qui nous concerne tous. Je dirais qu'en tout cas, c'est une manière pour moi de profiter de ce temps qui nous est donné ensemble, qui est le temps avec mon père, mais dont on sait bien par définition que ce sont des temps qui... voilà. Et faire le deuil d'une personne que tu n'as pas connue, pour le coup. Faire le deuil de ma grand-mère, tu veux Ouais. dire? Bah, en fait, le truc est assez marrant, c'est que est-ce qu'on peut faire le deuil de quelque chose qu'on n'a jamais connu? Paradoxalement, je dirais que ce spectacle, ça a plutôt été l'occasion de rentrer en contact avec ma grand-mère. Donc, c'est presque l'inverse du deuil. Ce qui est l'objet de C'est-à-dire, la pièce, ce qui est d'ailleurs. l'objet de la pièce, ouais. Mais oui, je dirais que c'est presque l'inverse du deuil. C'est une entrée dans le champ de la conscience. Et peut-être que quand les choses sont rentrées dans le champ de la conscience, peut-être qu'elles n'en partent plus jamais vraiment. Mais le deuil, est-ce que ça n'est pas une manière de moduler la présence en réalité et d'accepter l'absence comme une autre forme de présence? Donc, en tout cas, c'est un spectacle qui parle de la mort, mais qui est assez joyeux. Enfin, en tout cas, qui est dans cette idée qu'on peut entretenir un lien avec les morts. Ce pourquoi d'ailleurs la culture laotienne est très précieuse, parce que je trouve qu'elle a un rapport au culte des ancêtres, aux morts, qui est beaucoup plus quotidien, beaucoup plus doux et puis beaucoup moins, oui, beaucoup moins traumatique, je dirais, que dans la culture occidentale. Parce que c'est une cérémonie, finalement, que tu nous Mmh. proposes de vivre. Quelle est la place du spirituel dans ton travail? La place du spirituel dans mon travail est très grande. Dans les théâtres où je travaille, on dit souvent qu'on remarque mes passages à l'odeur d'encens qui traîne dans les loges. Donc, moi, je ne suis pas une personne très spirituelle dans la vie. Par contre, je le suis peut-être excessivement, toujours cette histoire d'équilibre au plateau. C'est-à-dire que moi, le plateau, c'est l'espace dans lequel j'essaye d'investir le sacré, dans lequel j'essaye de me reconnecter à des choses pour lesquelles il n'y a pas forcément la place dans nos vies quotidiennes. Donc, peut-être que le spirituel, c'est un terme qui peut faire un peu peur, même si les esprits et les fantômes sont très présents dans mon travail. Mais par contre, je dirais que la question du sacré, c'est une question oui, qui est très présente dans le travail. Oui, parce que en fait, j'étais en train de rechercher le nom du rituel laotien, du coup, Ouais. qui s'appelle le baki, Le bassi. le bassi, Bassi, ouais. le bassi. Mm. Et c'est pareil, est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais avant, ou est-ce que tu as dû te plonger à l'intérieur pour créer après ce spectacle? Alors, pour le coup, le bassi, c'est vraiment la cérémonie traditionnelle laotienne par excellence, qui est faite dans plein de circonstances. Donc ça, en l'occurrence, c'est vraiment une cérémonie dont je suis familière depuis l'enfance. Je crois que mes parents avaient organisé un bassi pour moi et ma cousine pour nos 11 mois. Donc, je baigne dedans vraiment depuis que je suis toute petite. Et puis après,
Voilà, j'ai fait plusieurs BASI par an, je dirais de ma naissance jusqu'à mes 15 ans, quand à l'adolescence, j'ai un peu rompu avec la culture laotienne. Je me suis un peu éloigné de mon père aussi à ce moment-là. Donc, mais ça, pour le coup, c'est vraiment ouais, un rituel que je connais depuis l'enfance. Ce qui est nouveau dans la voix de ma grand-mère, c'est qu'on mélange le rituel du bassi avec des pratiques chamaniques, dont là, pour le coup, j'ai fait l'expérience pour la première fois au Laos, puisque dans le cadre de la création du spectacle, on est allé voir une chamane avec mon père pour communiquer avec l'esprit de sa mère. Donc et ça, par contre, j'avais jamais fait. Et Ok. mon père non plus. Ok. Et ça fonctionne. Je crois qu'il faut que je garde quelques secrets sur Ok. la fabrique de ce spectacle. Avec, du coup, on participe. J'ai encore d'ailleurs Oui, je vois ça. Ouais. tu fais participer. Est-ce que t'as pas eu peur de faire participer aussi du coup le public? Parce que d'un coup, dans tes autres créations, c'est pas forcément le cas. Là, Ouais. malgré que si, finalement, parce que tu vas chez les gens, donc si. Mais ouais, là, d'un coup, c'est quelque chose qui a attrait au spirituel. Donc, forcément, dans la salle, il y a plusieurs personnes qui ont des spiritualités. Et t'as pas eu trop peur d'un coup que ça brusque ou que ça. Voilà. Alors, l'entrée dans le spirituel, dans le spectacle, enfin, c'est une entrée très très matérielle, hein, puisqu'il est question de confectionner des petits bracelets. Et par ailleurs, enfin, la culture laotienne est très ouverte à une diversité de croyances. Donc en fait, il y a par exemple mes cousins qui sont catholiques, bah, ils pratiquent aussi la cérémonie du bassi, ils ont un autel des ancêtres chez eux. Donc voilà, c'est vraiment une pratique qui est pas du tout exclusive spirituellement. Donc voilà, je pense que le mélange comme ça de l'ouverture et puis le côté très pragmatique de cette entrée dans le sacré ou le religieux fait que ça reste abordable comme moment du spectacle. Même si en réalité, alors là, c'est peut-être un petit spoiler, mais ce moment dont tu parles du spectacle, donc il y a un moment dans le spectacle où il y a un atelier dans lequel on confectionne des bracelets, c'est en réalité l'un des moments clés du spectacle pour plein de raisons. Parce que, en fait, pendant que le public est en train de fabriquer ces petits bracelets, peut-être qu'il ne remarque pas que dans les 3 radios qui sont disposées, en fait, autour du public se disent, en fait, les contenus politiques les plus importants du spectacle. Donc il y a une petite technique de diversion. Je dis ça pour les gens qui auraient envie de Je n'ai pas du tout. bah, alors c'est un peu intentionnel, en fait. C'est un peu intentionnel parce que ce moment du spectacle qui s'est vraiment conçu avec Robin Meyer-Viratunga au son, avec Kimlan Nguyenti à la scénographie. Donc ce sont 2 artistes métis avec lesquels j'ai voulu travailler parce qu'on voulait parler de la manière dont nos histoires politiques, en fait, dans nos familles métissées, se transmettent. Et souvent, bah, ça se transmet un peu par la bande à des moments où on ne fait pas attention. Et puis, voilà, nous, on est en train de fabriquer des bracelets, on est en train de dessiner, on est en train de faire des choses, on est en train de préparer la cuisine. Puis pendant ce temps-là, il y a des contenus politiques comme ça qu'on entend dans les pièces à côté, parfois dans des langues qu'en plus on ne comprend pas. Mais donc voilà, on voulait que ce moment du spectacle raconte quelque chose de nos expériences, en fait, d'enfants bah, héritiers, héritières de diaspora et de mouvements migratoires liés souvent aux politiques et à des crises politiques. Et voilà, c'est un moment en réalité dans lequel, si on se met dans un mode plus contemplatif et qu'on ne participe pas à la fabrication des bracelets, on peut entendre voilà, mon père raconter l'exil, on peut entendre moi parler de mon rapport tendu parfois à la culture laotienne. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant. Mm. Ça me donne envie du coup de revenir voir ton spectacle. Il faut revenir. Il y a ton père sur scène. Oui. Ça fait quoi de travailler avec son père? Moi, c'est la chose vraiment qui m'a le plus marqué. Peut-être par mon propre rapport avec mon père, mais un truc de ah, waouh. Bah, c'est bouleversant. C'est bouleversant de travailler avec son père sur scène. C'est bouleversant parce que, en fait, ça fait renouer avec, pour moi, la fonction la plus importante du plateau, qui est de permettre de dire et d'entendre les choses qu'on ne pourrait dire nulle part ailleurs, en réalité. Donc, le début du travail de création du spectacle, ça a consisté en fait tout simplement à avoir un plateau vide sur lequel il y avait 2 micros qui étaient posés et avoir une semaine pour qu'avec mon père, on se dise ce qu'on n'avait pas pu se dire avant. Donc, je pense que franchement, ce serait un vrai... il y a une forme performative à créer autour de ça.
sur simplement faire du plateau cet espace d'accueil pour des dialogues qui ne peuvent pas se faire autrement. Parce que le plateau protège, c'est-à-dire que le plateau, et c'est là que je parle du sacré, que je parle de la... voilà, le plateau est un espace dans lequel il y a des règles plus ou moins tacites, plus ou moins mystérieuses, mais c'est un espace dans lequel on parle et on s'écoute. Donc voilà, moi j'ai pu, dans le cadre de ce travail, partager avec mon père des choses qu'on n'aurait pas pu se dire autrement. Et je pense que c'est un espace dans lequel aujourd'hui, mon père va avoir 82 ans. C'est un espace dans lequel toujours aujourd'hui, ça me permet de lui dire des choses que je serais trop pudique pour lui dire dans la vraie vie et inversement. Et puis le répéter tous les soirs pour le coup. Alors oui, Donc, même si la petite magie de la performance, c'est que tous les soirs, c'est un petit peu différent. Donc il y a notamment il y a une petite réserve à l'intérieur du spectacle. Il y a un petit moment où c'est prévu que j'improvise quelque chose pour mon père. Et donc tous les soirs, je peux lui dire quelque chose de différent qui est pas forcément accessible à la totalité du public parce que il y a un petit moment très court dans le spectacle dans lequel je parle à mon père en laotien et ça n'est pas traduit. Et ça, c'est le... Voilà. C'est une petite manière d'inciter les gens à se mettre au laotien s'ils veulent c'est la comprendre. petite magie de la performance. Bah ouais. C'est trop beau. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur du jugement? Là, tu disais que c'était une sorte de safe place finalement, la scène. Et pourtant, tu te mets carrément à nu, et c'est le cas de le dire parfois. Est-ce que tu as, voilà, est-ce que t'as pas peur du jugement du public et du retour du public aussi, et de l'incompréhension, parce que c'est de la performance, donc parfois, Mm. Oui, j'ai peur. J'ai peur, mais la peur, c'est en même temps un frein et un moteur, quoi. Donc j'essaie de trouver le point de patine où voilà, justement, il y a quelque chose où il y a à la fois quelque chose qui accélère, quelque chose qui ralentit. J'ai peur, mais en même temps, le théâtre, c'est un espace où, a priori, alors, je suis particulièrement vigilante envers les scolaires en réalité, parce que venir voir un spectacle, c'est un contrat. C'est-à-dire que nous, comme artistes, on est bien sûr là pour proposer quelque chose au public, mais on n'est pas là pour servir le public. On est là pour proposer un échange. Et donc, il y a un grand soin du public dans ce que j'essaye de faire, mais l'idée, c'est d'engager une conversation. Donc, pour répondre peut-être précisément à ta question, est-ce qu'il y a peur du jugement? Oui, mais en même temps, on est là pour proposer quelque chose au jugement du spectateur et des spectatrices. Donc, ce serait hypocrite de ma part de dire vous êtes obligé d'aimer, et puis si vous n'aimez pas, voilà, vous n'avez rien compris. Non, je comprends complètement l'incompréhension que le spectacle ou que mes propositions peuvent générer. Après, je pense que les plus beaux spectacles sont les spectacles dans lesquels l'incompréhension est liée au désir de comprendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ce qui n'est pas compris qui génère un désir d'aller vers l'autre. Moi, comme spectatrice, mes plus grandes expériences de spectatrice, c'est toujours ça. C'est-à-dire, il y a comme une ouverture, quelque chose que je ne comprends pas, quelque chose qui est très mystérieux, et en même temps, il y a un désir très fort de comprendre ce qui se joue là. Donc voilà, à l'image des artistes qui m'inspirent, j'essaie de proposer quelque chose de proche, à savoir voilà, quelque chose de mystérieux et en même temps stimulé comme un désir de comprendre ce qui se passe. est-ce que je pense à la création écho, où voilà, où tu t'enterres, où on t'enterre, où tu te perces aussi le sein, où tu entres en toi un bulbe de... Mm. Est-ce que parfois tu te poses des limites, ou est-ce que tu te dis, je vais... C'est très poétique. D'ailleurs, Ouais. ces moments-là sont très poétiques quand on sait les lire, les relire, et quand on ose faire un pas pour aussi entrer dans son univers. Mais est-ce que parfois tu te limites? C'est une très très belle question, la question des limites. Mes seules limites, c'est celles de l'imaginaire. C'est pas des limites éthiques, jamais. Parce que l'éthique, en fait, elle se place pas à un endroit personnel, elle se place justement à un endroit collectif. Et le premier endroit, c'est l'équipe artistique. C'est-à-dire, quand je vais vers des gestes performatifs intenses, je travaille toujours avec des gens. Donc, je travaille avec des gens qui ont besoin de consentir à ce que je vais faire sur scène. Et donc, évidemment que ça se négocie, et que si mon équipe me dit ça n'est pas possible, ou ça me pose problème, on en parle ensemble.
Donc en fait, ce que je trouve beau dans ta question, c'est qu'elle me permet peut-être de parler d'une chose qui est très importante pour moi, qui est le rapport entre l'art et la sexualité. Donc en fait, il y a une couche sous-jacente de mon travail qui est la question de l'effraction et la question justement de la violence et de la réparation de la violence. Moi, dans mon travail, c'est très important qu'on puisse aller loin, mais qu'on soit d'accord pour y aller ensemble. Et donc ça, c'est ce que je cherche à négocier avec mon équipe artistique, c'est ce que je cherche à négocier aussi avec le public. Donc par exemple, quand il y a des choses violentes, elles sont toujours... soit j'utilise le trigger warning et c'est important pour moi, soit je vais très doucement dans les choses pour qu'on ne soit pas confronté à une image violente. Donc, tu parlais tout à l'heure de la place du spirituel. Dans mon travail, spiritualité et sexualité sont très liées. Et voilà, je cherche à ce que, pour moi, le plateau, c'est l'endroit érotique, mais c'est l'endroit justement dans lequel l'érotisme se réinvente selon des modalités qui soient à la fois poétiques et éthiques. Comment tu travailles? Est-ce qu'il y a des idées que tu as, que tu jettes, que tu reprends, comment on crée un spectacle? Bah, on répète beaucoup. On répète beaucoup. Mmh, moi, je suis très, très lente dans mon travail. Les spectacles, ils mettent plusieurs années à sortir. Alors Echo, c'était vraiment, enfin Echo, c'est 18 ans de gestation en réalité, hein. Les premières traces du texte, elles remontent à 2004 et le texte, il est sorti enfin le spectacle est sorti en 2022. Mais C'est dans fou. mes carnets, voilà, de jeune adulte, bah, ça correspond évidemment au moment où je travaillais où je vivais cette crise, ce chagrin d'amour. Mais voilà, il y a l'idée il y a des bribes je me sens comme écho, je répète, je tourne en rond, je ne peux que répéter. Donc voilà, et pendant 18 ans, tout ça prend forme, ça vient se croiser avec des lectures qu'on fait, des expériences qu'on fait, des rencontres qu'on fait. Donc ça, c'est évidemment très important. Mais je dirais que l'endroit crucial du travail, en fait, c'est la rencontre avec le collaborateur et collaboratrice. Donc là, je parlais de Caritia Abel et Théophile Dubus, notamment, qui accompagnent le travail depuis 2018 de la compagnie. Peut-être ce que je peux dire, c'est que moi, c'est important que ce soit un peu vertigineux, le travail. Donc, le travail, c'est pratiquement tout le temps une tentative d'apprivoiser mon propre vertige. Je veux faire des choses qui me mettent mal à l'aise, en réalité, la plupart du temps. Puis voilà, j'essaye de trouver avec l'équipe comment est-ce qu'on peut traverser de manière relativement sereine quelque chose qui, à l'origine, me tétanise. Est-ce que là, du coup, tu es en train de travailler sur une nouvelle création Ouais, oui, oui, bien sûr. Je continue en ce moment mon travail, bah, toujours, hein, donc là, très concrètement, je continue le travail autour des métamorphoses d'Ovide. Voilà, je continue à réfléchir à la manière dont certains mythes véhiculés notamment par Ovide ont informé, déformé, transformé nos imaginaires érotiques, toujours. Aujourd'hui, le monde de la culture en France et puis dans le monde vit un peu une sorte de brutalité. Toi, comment tu envisages l'avenir de la culture en France, dans le monde, et comment la culture aussi peut faire face à ces difficultés? C'est chaud comme question. C'est chaud parce que bon, on va pas nier les difficultés du secteur culturel en France notamment. Alors bon, je vais quand même parler de ce que je connais le mieux, à savoir le secteur français. En réalité, il y a plein de paramètres dans ta question. Il y a des paramètres culturels, il y a des paramètres économiques, il y a des paramètres sociaux. Euh, la culture, dans l'absolu, ne se porte pas si mal que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a énormément de créativité. J'ai la chance d'intervenir beaucoup comme formatrice dans différentes écoles. Je trouve qu'il y a beaucoup de désir de création. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui trouvent à la fois des nouveaux langages esthétiques, mais aussi des nouveaux engagements politiques, thématiques. Donc, je sais pas, je trouve que on vit plutôt une période du point de vue de la créativité qui est excitante. Je pense aussi évidemment aux nouveaux médias, à l'intelligence artificielle, aux nouveaux supports. Donc je trouve vraiment que du point de vue de la créativité, il se passe des choses excitantes. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est quels sont les contextes économiques dans lesquels cette créativité peut s'exercer.
Donc il y a 2 dangers qui sont évidemment, là en ce moment la crise budgétaire, hein, la baisse des financements de la culture publique et la privatisation de la culture ou la migration des pratiques culturelles vers les plateformes de partage qui sont des plateformes privées pour l'essentiel. Donc voilà, qui du coup rentrent dans des enjeux économiques différents et pour le coup qui engagent plutôt on le sait, ce qui déclenche l'adhésion, c'est ce qui clive en réalité. Donc on va plutôt du coup via ces plateformes-là vers des formes de polarisation des langages artistiques et ça je trouve que ça va contre la nuance, ça va contre des formes de douceur ou de petites choses qui moi me tiennent beaucoup à cœur, quoi. Donc je sais pas trop, je pars un peu dans tous les sens, mais Non, mais c'est très intéressant parce que ça veut dire que, au niveau de la créativité, tu sens aussi une sorte d'essor et de possibilités, mais qu'en même temps, il faut les moyens pour le faire et bah c'est pas oui, forcément le cas. ça c'est certain, ouais. Mmh. Ça c'est certain, ouais, comme je le disais, moi j'ai quand même, la chance aujourd'hui d'intervenir beaucoup comme dans les écoles, donc j'ai l'impression de pouvoir aussi, parler plus de ces questions-là avec, les étudiantes et étudiants avec lesquels je travaille. J'ai l'impression que c'était peut-être, la remise en question du système, elle était moins forte, j'ai l'impression quand j'ai fait mes études il y a 20 ans, dans les années 2000. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas forcément plus simple, mais j'ai l'impression que la génération d'artistes qui est en train là de se former est beaucoup plus, politisée, beaucoup plus créative aussi en fait à l'endroit des plateformes de production, ou des supports de production. Donc je trouve qu'il y a vraiment lieu en tout cas, moi, je garde une foi très grande dans, la capacité, dans la créativité, dont on est capable en Ouais. tant qu'être humain. J'ai une dernière question, un peu provocante. Dans Echo, il y a une phrase qui est projetée qui dit: «Les gens heureux ne vont pas au théâtre, les gens heureux font des pique-niques». Alors qu'est-ce que tu viens faire au théâtre? Quand je suis heureuse, je vais faire des pique-niques et quand je suis malheureuse, je vais au théâtre. Effectivement, mmh, ou plus exactement, dans ce spectacle, on fait un pique-nique sur scène. L'idée de se dire que peut-être, heu, elle est intéressante cette phrase, qui vient, de Warlikowski. Peut-être que justement, on peut sortir de formes de binarité et de se dire que, derrière le bonheur, il y a toujours une petite peur que ce bonheur se termine et qu'à l'intérieur de nos tristesses, il y a aussi l'espoir d'en sortir à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est une pensée, très bouddhiste, mais la pensée, bouddhiste m'accompagne beaucoup et cette idée que, voilà, il n'y a pas forcément à trancher entre la joie et la tristesse, que les 2 peuvent se mêler. C'est, je crois, ce que je cherche au plateau aussi. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi. J'étais très heureux de te rencontrer. J'ai hâte de pouvoir, voir, une prochaine création et te revoir sur scène. Merci. Avec joie, merci à toi. Merci. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de mes invités. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.